Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je l'ai promis sur des commentaires, notamment sur la vidéo de Yann Darwin sur Twitter et à d'autres endroits. La vidéo d'analyse du coup du nouveau projet qui est sorti sur Invest Dubai, One Bedroom in Point Tower. Vous le voyez, j'aurais dû ma tête derrière moi. Donc pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais de l'investissement en flip, puisqu'il y a deux sortes d'investissements sur Invest Dubai, hein, les flips où en fait c'est plutôt des projets d'achat, rénovation, revente, et puis les projets qui disent hold, qui sont là donc pour être conservés sur plusieurs années et pour pouvoir générer de la rentabilité. En l'occurrence, là, ce qu'ils proposent, c'est du mensuel. Donc, moi, j'ai déjà mis 11 000 dollars sur ce premier projet, donc j'ai analysé ce deuxième, donc d'une manière assez avancée, puisque pour moi, ça va me servir aussi de base et de prisme de sélection pour les autres opportunités d'investissement qu'ils vont publier sur Invest Dubai. Alors, en introduction, alors oui, il y a Yann Darwin du coup puisque c'est Green Bull hein, qui est derrière Invest Dubai, lié forcément à Yann Darwin qui est associé de Green Bull. Il a sorti une vidéo sur le sujet où il en parle, donc je vous mets le lien en haut à droite. Et de la même manière, vous avez mon copain Mark Bursky qui a donné son propre avis sur à la fois la vidéo et sur le projet. Donc pareil, je vous mets le lien en haut à droite si vous voulez justement aller le voir et puis avoir plusieurs manières de voir les choses, prisme de vision. Je précise que je ne suis du coup pas forcément en accord avec Yann Darwin sur tous les sujets. Je vais essayer de challenger aussi ses propos. J'ai néanmoins, dans tous les cas, un immense respect pour ce monsieur, pour ce qu'il a fait, pour aussi, moi, ça fait plusieurs années que je le suis, il m'a appris des choses, pour toute la création de contenu qu'il a pu faire. Donc, voilà, c'est en toute humilité que je vous livre mon analyse, ma réflexion avec le parcours qui est le mien. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, etc., je vous invite tout simplement à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne. Mais voilà, pour préciser le contexte, moi je suis entrepreneur depuis 17 ans, investisseur, multimillionnaire aujourd'hui. J'ai eu un certain succès qui a été aussi aidé hein, par le fait que tous les marchés poussaient sur ces dernières années. J'en suis bien conscient et donc j'apprends tout le temps, je me forme en permanence parce qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et donc voilà, je cherche aussi à me diversifier en immobilier à l'international via différents véhicules d'investissement, notamment voilà, il y a cette opportunité avec Invest Dubai de se positionner sur Dubaï, on va en parler, mais aussi là, j'ai une communauté en fait privée d'entrepreneurs et d'investisseurs, si vous intéresse, vous avez le lien en description, j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je parlais des événements à venir, vous trouverez le lien en haut à droite, et via cette communauté, je m'intéresse aussi directement là, il y a des membres de la communauté qui sont à Dubaï, donc là on a une prise de contact avec quelqu'un qui s'occupe justement de faire de l'investissement immobilier sur place et qui peut amener des produits clés en main. Donc je vais prendre contact aussi avec cette personne. Là j'ai du contact aussi pour l'investissement clé en main parce que moi l'immobilier j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc en Estonie, Lettonie, là j'ai une opportunité aussi en Angleterre. Donc ça c'est des choses hein, dont je parle j'amène aussi aux membres de ma communauté privée. Et voilà, c'est tout simplement pour contextualiser, moi, cette approche de diversification dans l'immobilier à travers le monde, puisque bon, je suis déjà exposé au marché français et que je n'ai pas du tout envie de m'exposer de manière supplémentaire à ce qui se passe en France actuellement. Voilà. Au premier coup d'œil, quand j'ai vu sortir donc ce projet, j'ai été assez enthousiaste. Mais voilà, il y a certains éléments que je vais évoquer là avec les plus, les moins sur cet investissement. Et où j'ai été un peu refroidi, on va dire. Voilà, donc on va en parler. Je vous dirai quand même mon verdict à la fin, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et voilà, on attaque du coup l'analyse qui, avec mon prisme, mon parcours, qui ne doit absolument pas vous éviter de faire votre propre étude de l'investissement, surtout si vous souhaitez y mettre un ticket un petit peu important. Donc je suis absolument perfectible, ce n'est pas du conseil d'investissement, je me trompe, je peux me tromper là sur ma vision des choses, il y a certainement des choses que je n'ai pas bien compris aussi. Et donc n'hésitez pas à réagir en commentaire hein, s'il y a des choses que vous avez pu voir, que moi je n'ai pas vues, s'il y a des choses que j'ai mal compris. Et puis bon bah voilà, du côté de l'équipe de Green Bull, hein, si vous souhaitez intervenir sur ma chaîne pour faire un droit de réponse ou venir apporter des éléments d'éclairage supplémentaires, ce sera avec plaisir. Donc, alors on va commencer par les points positifs au niveau de ce projet. Alors ça c'est un peu fatigant en fait, la page se met sans arrêt à jour, donc dès que je change d'onglet, je reviens, ça se met à jour, donc si j'ai des pieds, des trucs en accordéon, c'est du coup bon, pas ultra pratique pour étudier de manière sereine le dossier. Donc là, je vais être obligé de me reconnecter. Ok, donc nous sommes sur la page du projet qui a été donc lancé semaine dernière, pardon. Il y a déjà 43% qui a été funded, donc d'argent par rapport à ce qu'ils souhaitent lever pour pouvoir donc faire l'opération.
Donc déjà les plus, voilà, et après on parlera des moins. Alors le prix au mètre carré, il n'est pas... Alors il y a à peu près 73 mètres carrés, hein, j'ai fait la conversion pour vous. Le prix en dollars, puisque ici on parle du prix en AED, nous c'est en dollars pour pouvoir le ramener à la moyenne du marché qui a, d'après ce qui a été communiqué par Green Bull, est de 4000 dollars le mètre carré. Donc on arrive à 4475 dollars au mètre carré, donc un peu plus élevé, mais bon, ça peut s'expliquer aussi de par l'emplacement dit luxe de la résidence qui contient l'appartement en question. Donc appartement d'une chambre, donc bon, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, c'est donc tout simplement un T2. Si on ajoute néanmoins les frais de 11%, et ça c'est un point essentiel, important, à faire remonter notamment dans mon analyse, et c'est quelque chose qui m'a empêché d'appuyer sur le bouton pour investir jusqu'à maintenant, parce que je ne comprenais pas à quoi ça correspondait. Bah, si on en rajoute 11%, parce que effectivement là le prix de 1 200 000 est annoncé sans les 11% supplémentaires de purchase cost, vous allez voir à quoi ça correspond, et ben en fait on arrive à plutôt 4 967 dollars du mètre carré. Alors peut-être que, voilà, là aussi c'est une convention, le fait d'ignorer ces coûts, mais bah, ils sont présents et ils ne sont pas anodins. Donc pour ma part, je ne ramène pas du coup le prix au mètre carré à 4 475 dollars, mais j'inclus les purchase costs qui viennent se rajouter à 4 967. Encore une fois, un droit de réponse du côté de Green Bull, si vous pensez que c'est un raisonnement qui est erroné, n'hésitez pas à le mettre, ou dites-moi vous-même si mon raisonnement est erroné, si je me trompe quelque part, mettez-le en commentaire. Alors sur les frais en question, en fait, voilà, je vous explique. Voilà la source de mon incompréhension. Je reviendrai plus tard dans les mois, justement. Ok, là, si je mets 100 000, donc je mets un chiffre rond et simple pour que tout le monde comprenne, eh bien, j'arrive à un coût total de 111 000. Voilà. Donc 100 000, 111 000, assez logiquement, hein, on voit purchase cost et transaction cost, eh bien on arrive à un peu plus de 11%, ce qui est pour moi quand même vraiment pas anodin. Alors on a le détail là des purchase costs, land department, brokerage fee, les fournitures, renovation, donc des travaux aussi inclus là-dedans, même si ça me semble extrêmement faible. Euh, donc voilà, c'est globalement, bon, bah, il y a des coûts et ces coûts ne sont pas intégrés en fait dans ce qu'on utilise comme montant d'investissement et du coup ce qui sert comme base au niveau du calcul de la rentabilité. Ce qui amène en fait ben, la rentabilité évoquée, annoncée dans les différents documents, puisque vous avez un ensemble de documents qui sont associés à cette opportunité d'investissement, je vais y revenir après. Je les ai tous téléchargés et tous regardés en détail. Eh bien, du coup, on a un résultat qui ne correspond pas à ce qui est exactement sur le papier. Mais ça, je vais y revenir. J'ai fait des petits calculs de mon côté, de manière à, voilà, à y voir plus clair et à savoir si j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, donc si on revient en arrière, ici, on a un certain nombre d'informations qui d'ailleurs pour information ne se retrouvent pas dans tous les documents que vous avez ici. Moi je dois avouer que j'ai pris directement tous les documents que j'ai regardés et en fait j'ai manqué des infos qui étaient présentes sur cette page, notamment au niveau des voilà, transaction details. Alors je les ai peut-être loupés dans les documents, mais je les ai regardés plusieurs fois, je ne pense pas. Et voilà, on a les purchase costs qui sont évoqués, transaction costs aussi. Donc voilà, je l'ai mis dans les points positifs, dans le sens où, bon, on est sur du 5 000 dollars au mètre carré, ce qui, pour une ville comme Dubaï, ne semble pas être délirant. Voilà, en tout cas de ce qui est exposé et mis en avant par les équipes de Green Bull, c'est qu'il y a du potentiel de hausse. Et c'est un truc, quelque chose auquel je crois aussi. Ensuite, toujours dans les points positifs, c'est un projet à Dubaï. Donc moi, je cherche à quand même m'éloigner de l'Europe, plus particulièrement de la France. Je ne suis pas très optimiste sur la suite d'un point de vue économique dans l'Europe d'une manière générale. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je ne vais pas y revenir ici. On a d'ailleurs une fuite des riches vers des pays plus libres fiscalement et d'un point de vue des mouvements de capitaux, donc plus riches, enfin voilà, plus... on a la fiscalité qui clairement, encore une fois en France, va venir peser d'autant plus sur, et c'est parce que c'est facile à vendre, hein, sur les gens qui ont le plus de moyens. On le voit aussi, là il parle d'avoir, en fait, de payer l'énergie en fonction de ses revenus. Alors ça c'est quelque chose de nouveau. Bien sûr, bon, bah, ça fait le consensus, hein, c'est quelque chose qui est assez... on n'aime pas beaucoup les gens qui ont de l'argent en France. Et puis, bon, bah, il y a des choses que, en ce moment, pas mal de personnes qui ont de l'argent partent de France. Ça a été mon cas. Voilà, je sais qu'en disant ça, je vais m'attirer les foudres d'un certain nombre de personnes, mais c'est absolument assumé et pour moi absolument justifié. Je suis notamment parti de France parce que je trouve que les choses ne vont pas aller dans le bon sens aussi fiscalement. Et puis, ben, je ne suis pas le seul. Il y en a plein. Il y a beaucoup de millionnaires, de multimillionnaires qui fuient la France pour la fiscalité.
Et aussi pour une autre crainte, qui même est encore plus, pour moi, prépondérante, la liberté de mouvement des capitaux. Voilà. Et eh bien, des pays comme Dubaï, où c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue fiscal, et puis où on a la capacité là-bas de pouvoir faire des mouvements de capitaux beaucoup plus simples, notamment si on veut faire des allers-retours dans la crypto, eh bien ça attire du monde. Voilà, c'est le cas aussi, je pense, c'est pour ça que je m'y intéresse à l'Estonie. Il y a l'île Maurice où moi je suis implanté, où je vois beaucoup de monde qui arrive depuis que je suis installé, ça fait quasiment un an maintenant. Et donc, voilà, d'une manière générale, vu la direction que prennent un certain nombre de pays en Europe, eh bien, ça amène des gens à fuir et aller vers des destinations qui sont plus intéressantes pour eux. Il y a des dividendes mensuels, je trouve ce point positif. Le prix à la location des one bedroom augmente. Excusez-moi, ce que j'ai noté est partiellement erroné puisque c'est très exactement le taux de rendement locatif brut de la zone qui augmente et non pas le prix à la location. Donc voilà, mais c'est en l'occurrence moi un point que je trouve intéressant. Donc là vous avez les différentes typologies de biens dans la zone résidentielle de Dubaï Marina, là où donc il y a cet appartement de disponible. Ensuite, le véhicule d'investissement est une SPV, donc on a des parts de cette SPV qui possède elle-même le bien. Si vous ne savez pas ce qu'est une SPV, alors là je vous invite à aller voir tout simplement les centres d'aide de Invest Dubaï, puisque vous avez un centre d'aide qui est plutôt bien fait, qui a répondu déjà à pas mal de mes questions de mon côté. Ensuite, il n'y a pas d'impôt à Dubaï, donc tout ce qui va être perçu en termes de loyer, eh bien, il n'y aura pas d'impôt dessus. Par contre, et là je vous dis attention à la résidence fiscale, alors en bas, moi je suis résident fiscal mauricien, donc tous les revenus de capitaux perçus en dehors de Maurice, je n'ai pas d'impôt dessus, ce qui est plutôt très cool, puisque en effet cumulé sur quelques années, eh bien, ça peut faire une différence phénoménale en termes d'enrichissement. Et ce qui est du coup positif, c'est que, alors bien sûr si vous êtes résident fiscal français, normalement vous êtes censé déclarer les gains associés d'investissement et vous allez, alors selon votre régime fiscal, mais je crois que globalement vous allez passer à la flat tax sur les gains, donc les fameux 33%. Mon Dieu, c'est énorme. Et ce qui d'ailleurs est injuste, puisque là aujourd'hui, de mon point de vue, l'inflation actuelle est déjà une sorte d'impôt déguisé, voilà, puisque ça c'est une conséquence directe des décisions des gouvernements, notamment du gouvernement français. Et en fait, voilà, vous allez aussi potentiellement avoir une plus-value à la revente. C'est le cas quand vous avez un bien immobilier en France, vous avez une plus-value parfois à la revente. Alors sur la résidence principale, c'est pas le cas, mais si vous faites de l'investissement immobilier, si vous avez une plus-value à la revente qui a été notamment alimentée par l'inflation, eh bien d'un côté vous faites régner votre pouvoir d'achat par l'inflation et en plus de ça, sur la plus-value générée par l'inflation, vous vous faites aussi imposer. Donc bon voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'impôt à Dubaï, au moins sur cet aspect-là et sur cette partie-là. Et puis pour moi, en étant résident fiscal mauricien, eh bien je ne me fais pas taxer deux fois. Donc voilà pour les points positifs. Passons maintenant aux points négatifs. Les frais. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà évoqué, les purchase costs, qui n'étaient pas présents en fait sur le projet Flip, sur lequel j'ai investi. C'est pour ça que j'étais étonné de les voir surgir sur celui-ci. Si vous allez sur le projet Flip, vous le voyez, j'ai mis 100 000. Donc effectivement, on arrive directement à un coût total de 98 778. Donc pas de purchase cost, comme c'est le cas sur le projet Hold. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, pourquoi ce n'est pas intégré au montant qu'on investit. Alors, c'est une plateforme qui est toute récente, Invest Dubai. Vous le voyez, ils ont lancé ça tout récemment. Avant, il fallait se connecter sur Smart Crowd. En tout cas, moi, pour pouvoir investir sur celle-ci, cette opération, il a fallu que j'aille sur Smart Crowd. Alors, est-ce que, il reste encore des choses à ajuster sur cet aspect? On verra bien, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous mettez 100 000, mais en fait, ce que ça vous coûte, c'est 111 000 et quelques. Donc il y a les frais qui ne sont pas pris en compte dans la performance annoncée. Moi, je dirais que c'est l'élément qui m'a le chiffonné le plus. Encore une fois, si j'ai fait une analyse erronée, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, j'ai fait mon propre calcul, voilà, que vous retrouvez dans mon petit brouillon ici. Donc, imaginons, on met 100 000, ce qui nous fait un coût d'entrée alors, de ce que pour moi, j'ai compris, on a donc en fait le purchase cost. Là, j'ai mis 112 500. Vous allez comprendre pourquoi. On a donc le purchase cost qui est donc 111 748. Et en fait, dans le centre d'aide, on trouve quels sont les frais facturés par Invest Dubai. Eh bien, Invest Dubai facturera des frais de transaction de 1,5% à l'entrée et 2,5% à la sortie.
Ce qui fait que dans ma compréhension, eh bien, je rajoute, vous voyez la formule de calcul là, bah, j'ai les 11% plus là les frais d'entrée de 1,5%. Donc en fait, moi, quand j'investis 100 000 à ED, eh bien, j'ai un coût total de 112 500, ce qui fait que en fait, tout de suite, je suis en négatif par rapport à l'argent que j'ai mis. Donc ok, pourquoi pas, ça c'est quelque chose aussi qui arrive hein, quand on achète un bien immobilier en France, qu'on l'achète au prix marché, bon, bah, on a des frais de notaire, ça vient, si on revend le lendemain au même prix, on a perdu de l'argent. Ok, donc c'est un investissement sur potentiellement 5 ans, approximativement. Ok, donc au bout de combien de temps on est au moins à break-even. Donc, année 1, en partant donc sur une rentabilité de 9,25%, eh bien, à la fin de l'année 1, on n'est toujours pas à break-even. Il faut attendre la deuxième année pour que ce soit le cas. Alors, d'où vient ce 9,25%? On va regarder ça ensemble. Voilà, donc j'ai repris le taux qui est annoncé en fait sur leur page ici, 9,25%, que on va retrouver aussi dans le rental breakdown, 9,25%. Par contre, en fait, ça ne correspond pas aux chiffres qui sont présents dans leurs documents. Et du coup, j'ai eu du mal à comprendre d'où sortait en fait ce chiffre-là. Voilà, donc là, vous le voyez, il y a en fait un pourcentage de dividendes en fonction de critères à la fois de prix à la journée et puis de taux remplissage. Et puis le 9,25% pour ma part, je ne le trouve pas aussi. Si ce n'est que pour moi, ces chiffres sont erronés, puisque en fait, ils sont calculés sur la base de ce qu'on a investi, donc les 100 000 évoqués dans mon calcul. Même chose pour les 9,25%, mais ça en prenant en compte en fait le purchase cost, plus potentiellement les frais d'entrée. Je n'ai pas eu d'éléments clairs là-dessus. Donc, en fait, si je mets 100 000, j'ai un coût de 12 500, en fait, ça vient changer ma rentabilité. Ok, j'ai un 9,25% sur les 100 000 en question. Ça fait donc du 9 250 à l'année, approximativement. Ce qui fait que sur 5 ans, voilà, en imaginant que j'ai perçu les mêmes loyers chaque année, chose qui ne sera absolument pas le cas, puisqu'on va avoir, parfois on va recevoir plus, parfois on va recevoir moins, ça fait partie aussi des éléments à prendre en compte, hein, le fait qu'il n'y ait pas, ce n'est pas linéaire et que ça va dépendre de la saisonnalité, puisque c'est de la location courte durée. Eh bien, bon, en partant quand même sur cet aspect-là, avec 33 750 de gains sur les 5 ans, en mettant donc les 100 000, eh bien, ça nous fait une rentabilité sur 5 ans de 30% quand on le ramène au coût d'entrée de 112 500. Et donc une rentabilité annuelle réelle de 8,2%, ce qui fait quand même une différence qui n'est pas négligeable, de voilà, un peu plus d'1%. Imaginons maintenant qu'on fait une plus-value sur revente de 20%, ce qui ne me semble pas déconnant. Et puis pour ma part, je pense que l'immobilier à Dubaï peut prendre de la valeur. Alors, je sais, il y en a certains qui vont argumenter face à ça, la hausse des températures, etc. Mais il faut comprendre que quand vous avez choisi de vous expatrier, que potentiellement vous l'avez choisi Dubaï pour un certain nombre de raisons, notamment pour la fiscalité, eh bien quand il fait très chaud et que vous avez les moyens associés, en fait vous allez ailleurs. Tout simplement, vous n'y restez pas à Dubaï. Vous allez sur l'île Maurice, pourquoi pas, où du coup c'est beaucoup plus doux, ou vous rentrez peut-être en France, ou vous allez n'importe où dans le monde. Donc le fait de dire oui mais c'est invivable, etc. en été, ben oui mais en fait les gens qui ont vraiment de l'argent, ils bougent, ils restent pas, ils sont pas bloqués sur place. Ils ont la capacité comme ça d'aller où ils veulent. Alors bien sûr ça nécessite aussi avoir une liberté d'un point de vue déplacement, de pouvoir gérer ses business à distance, mais bien souvent les gens qui font le choix aussi de l'expatriation, eh bien ils ont cette liberté. Ensuite, sur le deuxième argument, oui, mais Dubaï, d'un point de vue infrastructure, etc., c'est voilà, c'est effectivement, c'est une ville qui est construite sur du sable, quoi. Alors je vous donne mon exemple en fait, moi dans la résidence, alors ça va en faire hurler un tas, hein, mais voilà, c'est un fait, ça fonctionne comme ça, acceptez ou pas le monde tel qu'il existe, hein. Clairement ce n'est pas la meilleure manière de gérer les choses, mais ici à Maurice, le système, on va dire pour tout ce qui est l'eau potable, disons qu'il y a une déperdition de par la qualité des matériaux et toute la plomberie qui a été mise en place. Et en fait, là dans la résidence où je suis, ce n'est pas directement lié au réseau d'eau potable que met à disposition le gouvernement mauricien. Et en fait, ce que l'on a, c'est tous les jours des camions citernes énormes qui viennent apporter de l'eau potable pour remplir des énormes réservoirs qui sont prévus uniquement pour la résidence. Donc voilà. Et est-ce que pour autant c'est le genre de choses qui empêchent des millionnaires ou multimillionnaires de venir s'installer dans cette résidence? Absolument pas. Tant qu'il y a la logistique et les moyens de payer pour ça, eh bien écoutez, ça fonctionne. Voilà. Donc quel argument Dubaï est une hérésie écologique?
Peut-être bien, mais tant qu'il y a de l'argent pour pouvoir payer pour ça, eh bien, ça continuera et ça continuera d'accueillir et d'attirer des gens qui ont les moyens pour pouvoir se payer ce genre d'infrastructure. Donc, en partant sur une plus-value sur revente de 20%, on est donc sur une rentabilité sur 5 ans avec plus-value sur revente de 50%. Ce qui nous ramène à un 10% annuel, ce qui n'est pas trop mal, pas extraordinaire, qui ne correspond pas, pour moi, aux 20% annoncés d'ailleurs dans la vidéo et dans le titre, il me semble, de la vidéo de Ian Darwin. En tout cas, moi, avec mes calculs, ce n'est pas ce à quoi j'arrive. Ensuite, on a l'argument sur le fait qu'il s'agit de biens de luxe. Alors, voilà, tout dépend de la définition du luxe que l'on a. Pour ma part, un T2 dans une résidence, bon, où il y a un certain confort qu'on pourrait qualifier de luxueuse. Est-ce que c'est ça du luxe? Je ne trouve pas. Voilà. Du luxe, pour moi, ça va être potentiellement d'avoir une maison dans cette résidence où on n'a pas de problème de pollution sonore, par exemple. Ou ça va être, ou alors ça va être d'être sur un beau penthouse. Voilà. Un T2, j'ai du mal pour ma part à l'associer à un bien de luxe, même s'il est dans une résidence dite luxueuse. Ensuite, toujours en moins, une rentabilité basée uniquement sur de la courte durée. Pour ma part, c'est quelque chose qui me chiffonne dans le sens où, bon pour qu'il y ait de la courte durée, il faut qu'il puisse y avoir suffisamment de mouvements touristiques. Et le passé nous a montré que c'est des choses qui peuvent être amenées à être interrompues. Et on les risque, une nouvelle émergence, ou en tout cas de décisions gouvernementales, je préfère le dire comme ça, de décisions de la part de gouvernements qui empêchent, en réaction en fait à voilà, une nouvelle un nouveau variant Covid ou monkeypox ou que sais-je, qui vont bloquer du coup le tourisme, eh bien c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qui peut venir gréver du coup notre investissement et la rentabilité que l'on va dégager de celui-ci. Ensuite sur le exit price, alors pour moi il n'y a pas vraiment de négatif de prévu, je vais reprendre le document, voilà, alors on est sur un coût d'achat à 1 200 000, ensuite tout ce qui est purchase cost, on va dire que ça a été couvert par du coup la location, il faut l'espérer. Et là, bon, ok, on a 1 180 000, mais bon, c'est quoi? C'est 2% de baisse. Je pense qu'on peut avoir, s'il y a une baisse sur le marché, quelque chose de plus fort. Après, bon, est-ce que sur 5 ans, on peut perdre de l'argent, sachant qu'on a quand même approximativement 30% de loyer reversé, ce qui nous laisse une marge de sécurité au niveau de la revente? Bon après c'est un pari, hein. Est-ce qu'on table sur une augmentation des prix du marché ou une diminution? Pour ma part, je pense qu'on peut tabler effectivement sur une augmentation des prix du marché. Ce qui fait que dans mon calcul, j'avais pris plus-value sur revente au bout de 5 ans, 20%, ça ne me paraît pas délirant. Néanmoins, si on a le marché qui baisse, hein, comme toujours, en tant qu'investisseur, on espère le meilleur et on se prépare au pire. Si on a une baisse forte du marché, je pense que 30%, ça serait quand même déjà assez violent, c'est du marché immobilier. En fait, on en sortirait avec une rentabilité quasi inexistante. Bon, sur le principe, on aura perdu de l'argent, hein, puisqu'on a un coût d'opportunité plus l'inflation qui vient rogner notre argent. Et c'est pour ça que je l'ai mis en point négatif. Alors ça, j'ai déjà évoqué. En fait, c'est ces fameux 9,25% où je ne sais pas trop en fait d'où ils sortent. Voilà. Néanmoins, bon, j'ai fait mes propres calculs. Hein, j'ai donc mes propres indications en termes de rentabilité. Voilà, donc on est plutôt sur, je pense, du 8,2% annuel net. On ne prenant pas en compte la résidence fiscale. Si vous êtes du coup en France, en plus de ça, il faut rajouter notre bonne vieille, enfin votre maintenant, désolé, votre bonne vieille flat tax. Et puis avec une plus-value sur revente, bon, imaginons 20%, on est sur du 10% annuel. Ça me semble quelque chose de raisonnable. Après encore, en point négatif, eh bien, on a le prix des one bedroom qui stagne. Là, je reprends en fait le tableau, le document que je vous ai montré tout à l'heure, donc size, price, trend of the area, eh bien on voit en fait les one bedroom, qui ne bougent pas en fait depuis un an. Par contre, le reste augmente. Alors, est-ce que c'est en retard sur le marché qu'il va y avoir un effet de rattrapage? Je pense que ça peut être tout à fait possible. Mais ça reste quand même un élément à prendre en compte dans le sens où voilà, il y a cette tendance qui se crée, cet écart entre les one bedroom et 2 et plus. Ce qui, dans une résidence de luxe, me semble plutôt cohérent d'avoir des gens qui vont avoir des moyens et qui vont pas juste se contenter d'un bien avec une seule chambre. Ce qui peut par contre faire augmenter les prix, c'est effectivement si c'est intéressant pour les investisseurs et qu'il y a une demande et du besoin par rapport du coup à la location courte durée touristique. Maintenant, les risques. Alors, le timing sur le dollar, ça c'est quelque chose qu'évoquait Ian Darwin dans sa vidéo sur le fait où il disait c'est bien de s'exposer au dollar maintenant.
Avec un horizon de 5 ans, excusez-moi, mais je ne suis pas totalement d'accord. Même en fait, pas du tout. Pour ma part, là aujourd'hui, on est au niveau du DXY, qui est donc un indicateur du dollar versus un ensemble de devises. On est à 109, 110, ce qui est assez haut. Pour ma part, j'ai une target. Je suis exposé au dollar là depuis maintenant plus d'un an, ce qui m'a été extrêmement bénéfique versus les autres devises, hein, notamment l'euro. Et j'ai quand même une target aujourd'hui de 118, 120 pour réallouer de manière plus importante dans d'autres devises, notamment le franc suisse, potentiellement couronne norvégienne, livre sterling. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en haut à droite si ça vous intéresse. Donc, sur un horizon de 5 ans, je pense qu'il y a plus de probabilité qu'on ait un dollar qui est baissé qu'un dollar qui ait continué à prendre beaucoup de valeur, quoi. Voilà. Après, ce n'est que mon humble avis. Et donc, le timing sur le dollar, en l'occurrence, pas extraordinaire, je pense. Donc, ce qui nous ramène à la problématique d'illiquidité. C'est un risque à prendre en compte. Pendant 5 ans, on a donc des fonds bloqués, adossés à une devise où je pense qu'elle peut perdre de la valeur. Donc, ça aussi, je vous ai expliqué comment se hedger sur la perte de valeur d'une devise. Même chose, je vous mets le lien en haut à droite. En l'occurrence, là, c'était sur l'euro. Le marché à Dubaï, je me renseigne sur celui-ci via les membres de ma communauté. Je ne le maîtrise pas. Et puis, voilà, ça, j'ai déjà évoqué, il peut augmenter, mais il peut baisser aussi. On peut donc avoir un prix de revente en perte. Rentabilité sur de la courte durée, pour moi, c'est un risque aussi. On a des revenus donc variables avec une possibilité d'interruption en fonction de ce que choisissent de faire nos chers gouvernements. Et puis, on a donc un intermédiaire de gestion en la qualité de DXB, je crois qu'il s'appelle. Alors, RDXB, très exactement, qui s'occupe en fait de gérer l'ensemble de la location. Bon, c'est très bien, mais quid si jamais il y a un problème avec eux, on ne sait pas trop comment ça se passait, ou en tout cas, je n'ai pas vu l'information. Alors, verdict, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Eh bien, oui, j'y vais avec un petit ticket. Alors, c'est toute proportion gardée, bien entendu. Moi, j'ai mis un petit ticket de 2000 € pour voir, tout simplement. Et avec l'objectif de faire plein de petites diversifications dans les autres projets, après analyse bien entendu, qui vont sortir sur Invest Dubai. En termes de risque, comme on l'a vu, ok, on peut avoir une perte sur capital qui, pour moi, me semble assez peu probable, dans le sens où on a quand même des loyers qui vont rentrer, donc au bout de 5 ans, il faudrait que les loyers ne couvrent pas le prix de revente, si jamais, enfin la perte sur le prix de revente. Donc, bon, ça me semble au pire une rentabilité moindre, et au pire du pire, pas de rentabilité. Bon, et éventuellement, si vraiment, je ne sais pas, imaginons, ok, on est sur moins 50%, on a une ou 30% de rentabilité, ok, une perte de 20%, voilà, d'où le petit ticket de 2000 €. C'est quand même un risque qui est totalement. Alors, j'y crois pas trop, c'est pour ça aussi que je décide d'y aller. Et ça reste quand même, on n'a pas une perte de capital totale, comme on pourrait l'avoir en fait sur des plateformes type Mintos, ou s'il y a une défaillance du côté de la société qui fait les crédits ou même s'il n'y a pas de buyback, eh bien sur la personne qui a contractualisé le crédit, on peut avoir une perte totale de capital. Donc là, on peut mettre justement un petit ticket, ce qui est bien. Je crois que ça commence à partir de 100 €, donc c'est vraiment, je le trouve, très faible. On a des chiffres approximatifs sur certains points. Bon, je mets ça sur le compte de la jeunesse aussi de la plateforme. Et toujours avec humilité, je garde la possibilité de m'être trompé, tout simplement, de m'être trompé dans mon interprétation. Et donc pour ma part, comme je disais, voilà, je vais creuser le sujet, puisque j'ai des gens dans ma communauté qui... Alors j'ai des gens dans ma communauté qui, moi je suis limite un petit poisson. Il y a des gens qui sont beaucoup plus gros que moi en capital, beaucoup plus avancés que moi en termes d'expérience, notamment dans l'immobilier. Et donc il y en a certains qui sont intéressés à investir à Dubaï. Et donc voilà, je l'ai évoqué aussi, moi je cherche à potentiellement investir aussi en Estonie et Lettonie, puisque je crois qu'ils présentent des caractéristiques pour attirer bien des entrepreneurs qui ont de l'argent et qui veulent une fiscalité plus douce, qui ont la possibilité comme ça de travailler n'importe où dans le monde, assez intéressante. Voilà pour cette analyse. Écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, pertinent. Si vous avez des remarques constructives, de préférence, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous voulez me remercier aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, likez, abonnez-vous, partagez les vidéos. À très bientôt.